voilà! Links! Links! Stop! Links! Je m'appelle Thomas, on vient de Besançon et je suis d'une association, donc Bernum in Burgundia, qui reconstitue la fin du Moyen-Âge, du côté bernois, les Bernois. Donc des Français qui représentent des soldats bernois. Voilà, ça c'est la grande question, c'est pourquoi. Alors initialement on reconstituait, quand on a créé l'association, les guerres de Bourgogne, donc à la fin du Moyen-Âge. Et les Suisses sont un grand acteur, surtout les Bernois, des guerres de Bourgogne. Donc à un moment donné, en fait, on a choisi un camp vraiment précisément et une année très précise pour faire du travail plus historique et plus représentatif, réaliste. Donc c'est pour ça, et on voulait pas faire du bourguignon, donc on a choisi le camp d'en face, on a choisi les Suisses et les Bernois qui étaient les plus actifs, les plus belliqueux à l'époque, à la fin du Moyen-Âge. Et donc pour représenter un camp militaire, c'était pratique. Je vois que vous avez une sacrée arme, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Voilà, alors là je porte une hallebarde, c'est une arme très courante à la fin du Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, on a des bonnes armures, on a de la côte de maille, on a des armures qui protègent très bien, qui sont très bien articulées, donc qui protègent bien. Donc on délaisse le bouclier et on va favoriser les armes à deux mains. Ici c'est une hallebarde, donc qui se manie à deux mains, qui va avoir beaucoup de portée, qui va se manier en formation, donc en rang, en formation de hallebardier en rang. Vous avez aussi la pique qui est très populaire à l'époque, à la fin du Moyen-Âge, qui est une lance qui mesure 5 mètres, 4 à 5 mètres. Donc on adore ces armes-là parce qu'en rang serré, ça fait d'énormes dégâts et on est suffisamment protégé pour encaisser. De quoi est-elle composée cette hallebarde? Alors, donc, bon, c'est principalement donc la tête de la hallebarde. Ça va être forgé en plusieurs parties assemblées et forgées ensemble. Donc vous avez une partie qui va couper. Donc, principalement coupé et qui va être abattu très fort et qui va faire des dégâts. Et vous avez aussi une pointe comme une lance, donc on va pouvoir chercher des points de faiblesse dans les jambes ou dans la taille. Quand on est au premier rang par exemple, on va tenir la hallebarde pour faire des dégâts plutôt sur le bas de la cible d'en face. Et vous avez même un crochet derrière qui va pouvoir venir aller chercher derrière une jambe, un truc, quelque chose. Et donc c'est un couteau suisse avant l'heure, c'est ça. Beaucoup d'utilité. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'histoire de cette arme? Ah, l'histoire de cette arme, donc hallebarde ça veut dire typiquement hache au bout d'un bâton. Et c'est apparu au Xe siècle je crois, donc à peu près. Et ça évolue en fait petit à petit tout le long du Moyen-Âge jusqu'à être très populaire. Et ça va rester à peu près sur ce format-là jusqu'au XVIIe siècle. C'est une arme qui va servir énormément de temps dans l'histoire. Donc qui va être améliorée, qui va être un peu plus tard dans le XVIIe siècle, elle va être un peu plus affinée, les formes un peu plus fines, un peu plus légères, un peu plus maniables. Voilà. Mais en tout cas c'est une arme vraiment principale dans l'histoire qui a beaucoup servi. Est-ce que c'est difficile de l'utiliser ou... C'est assez simple à utiliser en formation, du coup c'est ce qu'on va chercher, du coup, notamment en Suisse à la fin du Moyen-Âge, parce qu'on va pas avoir on va pas avoir de soldats de métier, ça va être les populations qui vont être soldats, donc qui vont être levées, les populations vont être levées, et du coup ça va faire du nombre. Donc on va la manier en formation, donc avec des ordres simples, très serrés, et on va essayer de faire une espèce de moissonneuse-batteuse sur l'ennemi, quoi. Ça va être, c'est vraiment fait pour être simple. Et plus personnellement, vous, pourquoi cette passion pour le Moyen-Âge ? Alors, c'est une bonne question. Ça m'est venu en pratiquant. J'ai commencé la reconstitution pour essayer, pour voir. Et finalement, donc j'étais pas un grand passionné d'histoire, mais quand on fait de la reconstitution et qu'on se penche vraiment sur une époque extrêmement précise, ça ouvre la curiosité et en fait, en partant d'un point précis, on va en apprendre de plus en plus et ça pose toujours plein de questions. Donc, le parcours, le cursus scolaire, j'aimais pas trop, parce que ça allait trop vite. Par contre, approfondir une période, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et j'ai joué le jeu et c'est devenu une passion. Donc ça mêle maintenant couture, travail du bois pour le mobilier, etc. Donc on fait plein de choses, ça touche à tout. C'est ça qui est passionnant. Je
je m'appelle Thomas, mon surnom c'est La Feuille. Je fais partie de la compagnie des Massiliens, donc c'est la compagnie qui organise actuellement cette fête médiévale. Et là, je vois que vous faites de la coupe à l'épée. C'est quoi l'histoire de la coupe à l'épée? Alors, vous dites dans notre compagnie ou en général? Alors nous, on est une compagnie qui faisons des AMHE, donc des arts martiaux historiques européens, et de la reconstitution, comme on fait aujourd'hui. Et on aime avoir une approche, mettre les choses en... faire les choses qu'on apprend en fait. Et donc on s'entraîne à couper, mais on s'est dit ce serait une bonne idée de faire vraiment de la coupe pour voir ce que ça donne. Et donc on en fait de temps en temps dans nos entraînements, on prend une vingtaine de minutes et on fait de la coupe entre nous. Et on s'est dit que ça pouvait être bien de le montrer aux gens pour casser les idées reçues, parce qu'il y a des gens qui pensent que par exemple les épées c'était pas tranchant, ou alors qu'on faisait pas de taille mais que de l'estoc, donc ça veut dire que planté. Et donc ça montre aussi qu'il faut de la technique, parce que les bouteilles ou les berlingots, si on coupe mal, ils vont pas se couper. Et ça montre que c'est pas juste une histoire de force et de taper en fait. Et historiquement, c'était utilisé pourquoi, cette coupe à l'épée? Alors il y avait certainement des concours de coupe. En tout cas, on sait qu'au Japon ça se faisait, ils coupaient du bambou ou des tatamis. En Europe, moi, je ne saurais pas vous dire si ça se faisait, ça devait peut-être se faire, mais je ne peux pas m'avancer. Après, ça restait martial, c'était vraiment pour s'entraîner en fait à la guerre. Et c'est difficile de manier une telle épée? Est-ce qu'elle est lourde, par exemple? Non, celle-là, si je ne me trompe pas, elle doit peser 1,6 kg, je crois, ou 1,5 kg. Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut pouvoir se battre avec, donc si c'est trop lourd, bah, ça ne sert à rien. Et ça demande de la technique, parce que ce qui est important, c'est de ne pas se blesser soi-même quand on manie ce genre d'arme. Mais avec un peu d'entraînement, c'est à la portée de tout le monde. Et pourquoi, personnellement, pour vous, pourquoi cette passion pour le médiéval? Depuis tout petit, j'ai toujours baigné dans l'histoire. J'allais faire les musées régulièrement avec mon grand-père, avec ma mère. Enfin, c'est toujours été quelque chose qui était en moi. Et j'ai rencontré cette compagnie une fois sur une fête et je me suis dit bah, pourquoi pas me lancer. Et puis depuis 2019, je fais ça tout le temps, quoi. Mon nom civil dans ma vie de tous les jours, c'est Maxime Peseux. Et puis autrement, quand je suis habillé en reconstitueur, je suis Björn Ulf, président de l'association suisse Les Loups de Fenrir, où c'est qu'on fait de la reconstitution historique, période viking 10e siècle. Début 9e, fin 11e, milieu 11e. Un reconstitueur, c'est quelqu'un qui prend des fouilles archéologiques, qui va chercher dans le passé des informations, qui discute avec des archéologues, avec les musées, qui trouvent des objets qui sont des fouilles. Et il les reproduit à l'échelle réelle ou alors à l'échelle par rapport à sa propre personne. Et puis après, il met en valeur ces objets avec d'autres choses. Il y a beaucoup d'artefacts en ferraille où c'est que justement ça a été facile de les retrouver, mais il y a certaines autres comme les vêtements où c'est que c'est un peu plus difficile, où c'est qu'on est un peu plus obligé d'aller discuter avec les archéologues, de croiser les sources et puis de faire au mieux pour représenter un personnage historique. Alors tout ce que j'ai sur moi, à part les bracelets et les boucles d'oreilles, sont sourcés. Ça, c'est une bague qui vient de Norvège au Rogaland. Alors il faut savoir que tout mon personnage représente un personnage de la haute noblesse de la période viking, du Xe siècle. J'ai un chapeau qui est de type Edebi, un pillbox, avec une couleur riche, peau d'oignon, teinture végétale, une cape bleue avec un bandeau de soie, qui sont des matériaux et des... pas forcément la laine, hein. La laine non, on l'a trouvé partout, mais la teinte végétale de cette couleur-là bleue qui devait être importée, c'est que des personnes d'un haut rang qui pouvaient se permettre de faire exporter ce genre d'article. Donc les couleurs, donc le bleu ici, le rouge Garance, encore un peu de soie, ce sont des objets qui appartiennent à une élite. Si on voit quelqu'un de la période viking avec des couleurs comme ceci, c'est quelqu'un qui appartient forcément à une élite. Avec une fibule en argent, un fermoir de colle qui est du style de bord. Ça vient de Tromsø plutôt, en Norvège également, et qui est aussi de style de bord. Une épée, parce que quand on fait partie d'une élite, on est toujours armé.
une épée richement décorée. Ça c'est Geirmundbu, c'est proche d'Oslo, de l'actuel Oslo, et ça c'est une de mes plus belles pièces. Voilà, c'est celle que j'utilise pour le combat, donc elle est ni pointue, ni tranchante, elle me sert vraiment pour le combat. Avec un fourreau tout aussi décoré, alors ça c'est une libre interprétation mais qui aurait quand même pu exister avec une boutrolle qui sert aussi d'apparat. Les chaussures aussi sont d'époque bien sûr. Alors les chaussures, je réfléchis, c'est des types Edeli. Avec des chausses bleues qui sont rattachées à une ceinture avec des braies. Qu'est-ce qui vous fascine en fait dans cette période du Moyen-Âge? Sa grande globalité, la façon qu'ils avaient leur style de vie, leur style de se nourrir, la façon de se combattre. Il y a toute une généralité qui fait que aujourd'hui, j'en ai pris une pleine conscience en 6 ans de travail que absolument tout ce que je vois, tout ce que je découvre dans cette période-là, c'est tout ce qui me plaît. Il n'y a rien qui m'a déplu jusqu'à maintenant, donc c'est un tout, hein, sans rien ajouter. J'ai été convié par des amis à moi qui sont les Massiliens et c'est un grand plaisir pour moi de les compter parmi mes amis de reconstitution. On a appris à se fréquenter et puis on fait la bagarre au moins une fois par mois ensemble. Et donc ils sont très gentils et puis peut-être un jour on sera ici aussi à Neuchâtel. Pourquoi faire la bagarre? Ça apporte quoi? Ça resserre les liens, ça resserre beaucoup les liens en ce qui nous concerne notre reconstitueur. Après il y a boire des verres aussi, mais ça faut pas trop le dire. Qu'est-ce que ça veut dire Björnulf? Björnulf ça veut dire l'ours-loup. Et pourquoi ce nom? Vous avez choisi ce nom? Parce que je mange comme un ours et puis j'essaie de combattre comme un loup. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Merci beaucoup. Merci à vous et puis profitez bien de la fête Medieneuch. Chaplin, on a le restaurant L'Arbolastre à Grandson. Ça fait maintenant 8 ans qu'on fait de la cuisine médiévale. Et on commence à avoir un petit peu d'expérience, donc c'est bien. Et moi, le mieux pour moi, c'est de pouvoir faire découvrir cette cuisine parce que trop peu de gens la connaissent encore. C'est une cuisine qui est vraiment cool, elle est légère, elle est sympa. Il y a pas mal d'épices, mais c'est un mélange d'épices, c'est pas fort en épices. C'est vraiment... ça vaut la peine de découvrir. Donc moi j'encourage tous les gens qui ont envie de faire une découverte sympathique, de goûter à cette cuisine. Alors là on a par exemple la galimafrée de Pourcel. La galimafrée c'est donc 2 termes qui sont complètement médiévaux. Ça veut dire galimafrée c'est le terme pour dire un ragoût. Et puis Pourcel ça veut dire pour le porc. Et ce qui est intéressant dans la cuisine médiévale, c'est qu'on a une quantité d'épices très souvent dans les sauces. On a par exemple de la cardamome, on a du girofle, on a de la cannelle, on a du gingembre. C'est une association de goûts qui est assez intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà. Les gens quand ils me demandent par exemple de dire « Ouais mais c'est quoi la cuisine médiévale ?» Je dis « Écoute, tu connais la cannelle ?» Je dis « Ouais. » Tu connais le safran? Ouais. T'as déjà mangé une sauce, goûté une sauce ou une crème safran cannelle? Non, je dis voilà, c'est un peu ça la cuisine médiévale. C'est des associations d'épices qu'on n'a plus l'habitude. On connaît les épices, mais les associations, on ne les connaît pas. Ou on n'a pas la mémoire de cette connaissance. Donc là, on a la morille. La morille, c'est aussi un ragoût. La morille, souvent, c'est avec des légumes anciens, que nous, on appelle légumes anciens, mais que forcément, nos amis du Moyen-Âge avaient ça régulièrement. Donc, c'est des carottes. Ici, c'est des carottes jaunes, parce qu'ils avaient beaucoup de carottes sauvages et des carottes qui étaient blanches, mais voilà, nous, on fait ce qu'on a. Et puis, du panais et du chou rave. Donc, ça, c'est vraiment un mélange typique du Moyen-Âge. Alors là, c'est assaisonné avec du gingembre et du miel.
mais un tout petit peu. Il faut faire un équilibre en fait. Et surtout, ce qui est intéressant dans la cuisine médiévale, c'est qu'on a peu d'informations sur les quantités. C'est-à-dire qu'on a les recettes, on a ce qu'il y a dedans, mais très peu sur les quantités. Donc on va vous dire, par exemple, tu mets de la cannelle à foison. Ok, d'accord, bon, ça veut dire beaucoup, mais beaucoup, c'est combien? Ou alors tu mets du safran, ce qu'il faut. Ah, j'adore ce terme, mais c'est très poétique, mais ce qu'il faut, ça veut dire que j'ai choisi moi-même, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. On interprète la cuisine médiévale. Ce que je vais te présenter là maintenant, c'est des fideaux, c'est des pâtes, parce qu'on a aussi des pâtes au Moyen-Âge. C'était déjà assez commun. Bon, on ne l'utilisait pas avec beaucoup de sauce, mais c'était déjà commun. Donc on avait des petites pâtes qui étaient allongées, on n'avait pas de spaghettis encore, mais on avait c'était assez sympa. C'était avec de l'épeautre, vraiment à ce moment-là, c'était vraiment avec de l'épeautre. Ok. Donc on a cette pâte qu'on appelle des fideaux, et ces fideaux-là, c'est vraiment l'ancêtre de ce qu'on avait au Moyen-Âge. Et là, je les ai aromatisés donc avec des herbes que je vais cueillir moi-même aussi. Donc comme la roche sauvage, on prend de l'oseille, on prend de la bourrache, on prend de la grande berce, parce que nos ancêtres utilisaient pas mal de produits qu'ils trouvaient dans la nature forcément. Et puis là, j'ai des épinards aussi. Voilà, donc ça c'est pour les fideaux. Et puis on va l'aromatiser avec de la sauce chaudin. Alors le chaudin, c'est une sauce, en fait c'est une saucisse. On voit les morceaux de saucisse qu'il y a là. C'est les saucisses qu'on fait nous-mêmes, qui sont aromatisées au safran. Donc on les fait, c'est un peu de la saucisse à rôtir avec des épices. Il y a aussi de la cannelle, il y a aussi du gingembre, il y a aussi du clou de girofle, mais surtout du safran. J'en imagine pas, hein, du safran au Moyen-Âge. Alors le safran au Moyen-Âge, effectivement, alors il y a toutes les épices, hein, on en avait beaucoup plus que ce qu'on utilise maintenant. Comme par exemple la cardamome, on utilise beaucoup moins que ce qu'eux utilisaient. Mais le safran, alors c'est le produit qui est resté le plus cher. Parce que déjà au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de travail dessus. Et le safran, on avait déjà ça en Europe, hein, comme on l'a encore maintenant, ça c'est clair. Mais on n'imagine pas tout ce qu'on pouvait avoir. D'ailleurs, on a fait sur la route des épices. Il faut s'imaginer que le gingembre, par exemple, il venait sécher, mais il mettait plus d'une année pour venir jusque chez nous. Donc c'est juste improbable, c'est juste incroyable. Hein. Tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'ils ont traversé, les marchands avec les chameaux, les dromadaires, les ânes, les humains, une année et demie pour venir jusque chez nous. Et on avait déjà des épices comme ça. Les repas qui sont épicés comme nous on les fait là maintenant, sont réservés exclusivement, on va peut-être pas dire aux seigneurs, mais en tout cas aux bourgeois, les gens qui ont les moyens. Ça veut dire que c'est 5, 6, 10% de la population qui pouvaient se payer ces épices. Le peuple, il mangeait de la bouillie, il mangeait des céréales, ils mangeaient ce qu'ils avaient. Ils avaient de l'orge, ils avaient du millet, ils avaient de l'épeautre, ils avaient des herbes, ils avaient beaucoup d'herbes, ils avaient du lait, ils avaient de la crème, ils avaient des œufs. Donc un plat emblématique chez nous, par exemple, c'est l'arboulastre, du nom de mon restaurant. Et ça, c'est une quiche, par exemple, l'ancêtre de la quiche, où il y avait des œufs, de la crème, du fromage, et surtout 7, 8, 10, 12 herbes différentes, qui fait un petit peu l'originalité de ce plat, parce que chaque mois, chaque saison, elle change de goût, puisqu'on va faire nos cueillettes, on a un assortiment qui est différent.
On va vous faire une petite démonstration de tir. On va tirer 3 coups. Moi, je vais m'assurer que ça soit le plus agréable possible pour vous. Je vous invite à vraiment faire attention à mettre vos doigts dans les oreilles quand on va tirer. Je crierai attention. Et là... Si vous êtes prêts. Alors, feu! Je m'appelle Alexandre Berthaud, je suis le maître artilleur assistant parce que mon patron, le maître artilleur, eh ben, il s'est blessé en fait en utilisant de la poudre. Du coup, c'est moi qui suis un peu son formé, qui vient encadrer les artilleurs qu'on a vus tout à l'heure. C'est une association, ça s'appelle la Compagnie des 4 Lunes, plutôt basée sur le canton de Fribourg, mais on a des membres qui viennent de toute la Romandie. Et quelle démonstration vous nous présentez aujourd'hui? Alors, c'est une démonstration de tir à l'arquebuse, aussi la coulevrine. C'est vraiment des armes qu'on voyait dans les milices urbaines au XVe siècle, donc 1474. Partout un peu dans le pays de Vaud, mais aussi sur Fribourg et bien sûr sur Neuchâtel. Une arquebuse, c'est tout simple, c'est vraiment un morceau de bois sur lequel on a mis un canon en fin de compte, qui est à peu près cette taille-là. Et c'est une arquebuse, c'est une arme qui est assez technologique pour l'époque, donc qui est utilisée uniquement pour des citoyens, des miliciens de la haute bourgeoisie. C'est une arme qui se veut autant défensive que offensive, mais toujours dans un esprit de stratégie, d'optique tactique. À la fin du XVe siècle, on a des nouvelles technologies qui arrivent. On a une nouvelle manière de préparer la poudre qui fait que c'est une poudre beaucoup plus aérienne. Il semblerait que les artilleurs étaient quand même de grands cuisiniers et puis du coup mélangeaient un peu leur poudre. Ils ont réussi à faire une poudre qui est beaucoup plus oxygénée et qui explose, qui brûle beaucoup plus facilement. Au même moment, on a la possibilité d'avoir un métal, un acier qui est de meilleure qualité et qui permet de supporter de plus grandes pressions. Du coup, les deux trucs conjoints font que on a réussi à avoir des petites pièces beaucoup plus portatives, beaucoup plus maniables. Et voilà, c'est la coulevrine. La coulevrine et l'arquebuse. Et plus personnellement pour vous, pourquoi cette passion pour cette époque-là? Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis tombé petit dedans. Et puis, ouais, il y a toujours un peu ce côté de se dire le côté chevalier et autres. Après, ça a muté. C'est vrai que j'ai plus le même âge qu'il y a 20 ans. Maintenant, c'est vraiment le but de pouvoir présenter, d'avoir ce côté pédagogique, tordre un peu le cou à ces prérequis ou ces clichés qu'on a sur le Moyen-Âge. Par exemple, on balançait de l'eau chaude ou de l'huile bouillante sur les gens. Ça ne se faisait pas du tout. Enfin, pouvoir avoir comme ça une meilleure image de cette période complètement folle et complètement intéressante dans nos régions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ne tombez pas dans la poudre. Ceux qui rigolent sont obligés de venir, vous deux par exemple. Allez hop. C'est comme à l'armée, on sourit, on se fait enrôler. Je suis très heureux de vous annoncer qu'au moment où votre main a touché le bois de cette pique, vous étiez engagé dans l'armée du comte Rodolphe Horner de Horner de Neuchâtel, 4e du nom, et que donc vous allez tous ensemble partir en bataille. On ne sait pas encore comment qui, les Vernois sont un peu embêtants, mais les Savoyards et les Bourguignons aussi. Donc de toute façon, on n'aura pas besoin de vous. On va juste vous entraîner 1 ou 2 heures avant. Alors, vous avez une pique de 4 mètres. C'est pas lourd, ça fait environ 2,5 kg, 3 kg, mais ça a un levier très fort. Donc il faut savoir l'utiliser correctement. Armateur, portez arme. Allez, arme. Je vais faire. Allez, arme. Portez arme. Allez, arme. Portez arme. Allez, arme.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous faites? Alors là, on fait du papier actuellement. À l'époque, donc plus ou moins dans les années dans les années 13e siècle, le papier est arrivé en Europe. À l'origine, ça vient de la Chine, où on a eu quelques temps plus tard, la légende veut que les Arabes ont, lors d'une guerre avec la Chine, réussi à récupérer en fait des papetiers chinois qu'ils ont fait prisonniers et qui ont transmis ensuite justement ce savoir du papier à fibre végétale. On fait la nuance entre ce papier-là des parchemins, dans le sens où le parchemin était à base de peau animale et le papier de fibre végétale. En Europe, ce qu'on faisait, c'est que au lieu d'aller forcément couper directement des plantes pour avoir des fibres du coup pour faire du papier, on a été récupérer en fait tout ce qui était plutôt des chiffons, ce qui a donné lieu à un nouveau métier qui s'appelait le chiffonnier, qui allait de village en village, chaque maison récupérer des chiffons pour ensuite les amener au papetier. Le papetier, lui, allait ensuite enlever tout ce qui était les coutures, les broderies, éventuellement des ourlets ou même les boutons pour en avoir un papier, enfin un chiffon à peu près propre. Et avec ça, il va pouvoir ensuite les couper pour les faire moisir. Là, la méthodologie utilisée était un peu différente pour chacun. C'était un peu un secret de fabrication que personne ne voulait vraiment partager avec les autres. Mais en l'occurrence, simplement de l'eau, ça suffit à fonctionner. Ce qui nous donne donc un chiffon un petit peu moisi. Ce chiffon un peu moisi, il suffisait ensuite de le battre et de le taper. En Europe, on avait la chance d'avoir déjà la technologie hydraulique et les moulins à cette époque, ce qui nous permettait de pouvoir automatiser le tout pour qu'avec la force des moulins, ça frappe automatiquement pendant des heures et des heures, pour ensuite gentiment arriver à de la pulpe, donc de la pulpe de fibre, qui, elle, était ensuite utilisée pour le papier. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est du végétaux, si on prend, hop, ça tient directement ensemble, mais ça ne ressemble pas à une feuille. C'est parce que les végétaux, dans leur composition, en fait, c'est comme plein de petites piques qui s'accrochent les unes aux autres et qui, en fait, leur permettent de rester à peu près soudés. À ce moment-là, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en les mettant dans l'eau, ça permettait de pouvoir dissoudre cette pulpe pour qu'ils ne soient plus ensemble et de pouvoir alors avoir un peu comme un nuage, en fait. À partir de là, on pouvait utiliser ce qu'on appelle une forme, qui a ensuite donné le mot format, car c'est ce qui définissait en fait la taille de la feuille. À ce moment-là, qui était en 2 pièces, hop, suffisait de la mettre ensemble, de venir, tac, et ça donnait déjà une feuille en fait. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que de par la propriété des fibres végétales à végétaux à rester ensemble, si je la retourne, elle ne tombe pas. Généralement, on était 2, ce qui fait qu'on avait le plongeur qui allait plonger pour pouvoir faire la feuille. Ensuite, il y avait le coucheur qui allait lui venir pour pouvoir coucher la feuille, hop, afin de pouvoir évacuer une première partie de l'eau et aussi enlever. Ce qui est intéressant, c'est que quand on en avait plusieurs, on pouvait enchaîner à la suite. Des personnes bien entraînées qui faisaient ça toute la journée étaient capables d'en faire plus ou moins entre 500 et 600 en un jour, à 2, plus ou moins. Ensuite, on peut remettre comme ça et continuer. Pour l'exemple, après, on prenait directement les planches. On pouvait aller mettre hop, dans la presse, de pouvoir ensuite presser le tout, ce qui permettait de pouvoir évacuer l'eau. De même de l'autre côté. Et à la fin, on laissait comme ça pendant minimum une bonne nuit, afin de pouvoir laisser l'eau s'évacuer. Hop. Et on revenait le lendemain pour pouvoir les retirer et les faire sécher. Ce qui donnait
Des feuilles comme ceci qu'on a fait dans le début de l'après-midi, qui, même si elles sont encore humides, restent déjà bien résistantes. Ce qui est intéressant, c'est que rien ne nous empêche après de pouvoir, par exemple, mettre des fleurs dedans ou d'autres choses. Une fois séché, ça donne des feuilles comme celle-ci. Et il reste ensuite plus qu'une seule dernière étape, c'est qu'actuellement, si on écrit dessus, ça a un effet un peu buvoir, où ça va aspirer l'encre qui va s'étaler et pas forcément être très joli. Pour éviter ça, on prenait les feuilles qu'on trempait dans de la gélatine animale afin de pouvoir combler les petits trous qu'il y a entre les fibres et éviter que l'encre s'étale et aussi lui donner une certaine résistance à l'eau. Actuellement, comme c'est juste de la pulpe séchée, si jamais je viens la tremper dans de l'eau, ça se resépare comme avant. Je peux la laisser dedans, on pourra la réutiliser pour une prochaine. Je suis en train de filer de la laine. Donc ici, je vous aurais bien montré, mais j'en ai plus. Donc, on a de la fibre comme ça, c'est de la laine de mouton qui a été cardée. Donc, carder, c'est mettre en place les fibres pour qu'elles soient plus ou moins toutes dans le même sens, qu'elles soient aérées et qu'il n'y ait pas de débris à l'intérieur. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va la filer. Les fibres de mouton, c'est comme nos cheveux, elles ont des écailles dessus. Quand on rajoute de la torsion, les écailles vont venir se crocher les unes contre les autres et c'est ça qui va faire la force du fil. Donc, pour filer, là, je me raccroche et puis je commence à tourner. Et la roue va faire le travail de donner la torsion pour moi. Et moi, mon job, c'est juste de donner la quantité de laine que je veux pour avoir la grosseur finale du fil, en fait. Donc, je peux avoir un fil extrêmement fin qui va servir à tisser des vêtements. Je peux aussi avoir un fil beaucoup plus gros qu'on va utiliser pour tricoter. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut à la fin. Donc là, j'ai fait ma longueur de fil. Je reviens un petit peu en arrière et je le renroule. Alors, je sais pas exactement comment ça se passe. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux vous demander une petite explication de ce que vous êtes en train de faire? Bien sûr. Alors, la jeune fille est en train de s'initier au tissage aux tablettes. C'est une technique de tissage très ancienne qui a été notamment beaucoup utilisée. Oui, bien sûr. Qui a surtout été utilisée au début du Moyen-Âge, qui a été utilisée par les Vikings, probablement pendant l'Antiquité également, et qui permet de faire des galons. Qui vont permettre de décorer les tuniques, les vêtements, les encolures en manchures. Je fais en arrière ou je fais de nouveau en... Ouais, vas-y, tourne encore un tour. Ouais. On va voir ce que ça donne. Et qui permet aussi de faire des ceintures, mais qui a continué à être utilisé plus tard, mais pas pour de la décoration, pas pour des galons, mais qui peut être utilisé techniquement sur d'autres métiers à tisser, pour notamment faire des bordures de draps, bien nettes. Voilà. Là, par exemple, a été utilisée pour faire la lisière de démarrage d'un tissu. On est la troupe des Pieds Gauches, Émilie et Anaïta. Et on est meneuse de danse pour la compagnie des Pieds Gauches. C'est une troupe de reconstitution historique. On fait de la danse et de la musique qui s'étendent du XIIIe au XVIe siècle à peu près. Et on est là aujourd'hui pour présenter ça à Médiénouche. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ces danses que vous proposez?
la majorité des danses qu'on a, les danses en cercle, sont vraiment très anciennes et c'est beaucoup de danses populaires. On a des danses de cours aussi, un petit peu. Oui. Pas tant. Et puis c'est une époque où on n'a pas encore de traces visuelles, enfin on n'a pas de traces vidéo ou d'enregistrement évidemment. Oui, du coup on est obligé un peu de composer à partir de partitions qui ont assez bien survécu et de quelques traités de maîtres de danse qui décrivaient un peu les pas. Et à partir de représentations d'images aussi, on arrive un peu à recomposer des danses qu'on peut présenter au public qui sont assez vraisemblables. Vous avez de magnifiques robes. En quelle matière sont-elles? Alors c'est de la laine qui est tissée. Donc il y a plein de manières de travailler la laine. Une fois qu'on l'a, on peut la bouillir, on la feutre, mais ça c'est tissé et c'est dans cette matière-là qu'on a retrouvé beaucoup de vêtements de l'époque. Et la sous-couche qui est blanche, les sous-vêtements sont en lin. Et question plus personnelle, pourquoi cette passion pour le médiéval? Pour moi, c'est une grande histoire d'enfance. J'ai grandi à Grandson et il y avait la fête tous les ans. Mon père a fait de l'histoire à l'université. Mon grand-père était passionné d'histoire, donc ça va, c'est dans la lignée. Et je trouve que c'est super intéressant d'étudier le passé, de jamais être vraiment à 100% sûr de ce qu'on voit. C'est toujours de la recherche et puis des nouvelles choses qu'on trouve. Et je trouve que ça, c'est incroyablement intéressant. Je ne sais pas si c'est primairement une passion pour le médiéval, mais je trouve que c'est un endroit où on peut rassembler plein de choses différentes. On peut faire de la couture, on peut faire de la recherche là-dessus, on apprend des techniques. Le côté social est aussi super important. Franchement, les gens sont trop cool. Et perso, j'aime aussi beaucoup la musique et la danse. Du coup, c'est peut-être ça qui m'a plus attirée que le médiéval. Mais je trouve que les danses historiques ont aussi un charme et elles sont très cool. C'est vraiment chouette de fouiller dans les sources et de retrouver des pas de danse et d'en faire quelque chose qu'on peut présenter. Ouais, puis de partager avec tout le monde parce que chacun a ses préférences. Donc il y en a qui préféreront justement faire de la couture, du militaria même. Donc c'est hyper intéressant de juste pouvoir tisser des liens et puis tous se raconter ce qu'on a appris les uns les autres. Et je trouve ça incroyable. Vous voulez rajouter quelque chose? Les Massiliens, c'est des gens super. Ce qu'ils organisent, c'est génial. On est, en tant que personne qui présente des choses, très très bien lotis. J'espère que le public profite autant que nous. Et je trouve que c'est une très bonne fête et qu'il faut venir la voir parce que le lieu est très très beau. Oui, splendide. Et on est très content d'être et contente d'être là. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter votre stand, s'il vous plaît? Bonjour. Alors, moi, c'est Tara Marca du Valais et je fais l'hydromel à l'ours, produit à Sayo. Et qu'est-ce qu'est l'hydromel? L'hydromel, c'est de l'eau et du miel fermenté. Et ça vient de... Vous savez un peu l'histoire de cet hydromel? C'est un peu flou parce qu'ils disent que c'est la plus vieille boisson alcoolisée du monde.
Alors, il y en a qui disent que c'est les Égyptiens, il y en a qui disent que c'est les Nordiques, il y en a qui disent que c'est les Asiatiques. Alors, on ne sait pas vraiment, mais ça a été les premières boissons alcoolisées qui ont été produites par l'homme. Et pour vous, c'est médiéval, est-ce que c'est une passion? Alors moi j'adore toutes les médiévales, en particulier les Vikings, mais tout ce qui est médiéval j'adore. Et c'est toujours un plaisir de faire ces fêtes et rencontrer du monde. D'ailleurs, vous en faites beaucoup, d'autres? Oui, tout celles que j'arrive à faire, oui. C'est proche du Moyen-Âge, dans l'imaginaire du Moyen-Âge, d'avoir ces crânes, ces plumes, enfin ces parties d'animaux. Alors, c'est l'époque Moyen-Âge au niveau des dates, par contre on est plus sur la tendance viking. Ça veut dire quoi, plus tendance viking? Alors les vikings en fait c'est des marchands, et puis ils utilisaient beaucoup tout ce qui est os, plumes pour leur rituel, leur religion finalement. Ils ont une grande attache en fait avec tout ce qui est animal. Ils utilisaient typiquement les corbeaux pour les cérémonies, ils avaient des manteaux aux plumes de corbeaux, ils utilisaient les os aussi pour leur rituel, pour des offrandes. Donc ouais, on est un peu plus côté viking que médiéval on va dire. Avec mon copain on fait beaucoup de bushcraft, donc on va camper dans la forêt. Et puis au fur et à mesure on a commencé à retrouver beaucoup d'os, de plumes, et puis on les a ramenés à la maison, puis à force on commençait à en avoir beaucoup. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose avec, et puis c'est vrai que mon compagnon c'est un artiste. Du coup, il a fait tout de suite des créations, des bijoux, et puis ça est parti de là vraiment. Nous, on a vraiment le travail en fait scientifique de recherche en fait de l'osmond, de le mettre en valeur, de le naturaliser. On est proche des Vikings, mais nous, on n'est pas forcément en fait identifié à eux en tant que tels. Donc, on a vraiment ce travail de recherche scientifique, de comment nettoyer, et puis arriver à quelque chose d'hyper propre. Nous, c'est surtout l'idée de donner en fait une deuxième vie en fait aux animaux, de les valoriser, de les mettre vraiment en valeur, puis ouais, de leur rendre hommage finalement. On n'a pas spécialement nous de superstition, on va dire, par rapport aux animaux. Nous, on a vraiment cette approche assez scientifique. Et comment vous récoltez tous ces os? Vous les trouvez où? Alors, on les trouve beaucoup dans la forêt. Sinon, on travaille aussi avec des chasseurs. Et puis, les accidentés de la route, on récupère les animaux entiers qu'on va ensuite travailler finalement. Comment trouve-t-on l'amour? Comment trouver une femme quand on est un modeste tamiseur de farine?
suis Christophe Guenot, qui est le président de l'association de la Compagnie des Massiliens qui a organisé la fête de Medieneuch. Les Massiliens, c'est un nom qui vient du massis, c'est un épice qui est importé entre autres d'Italie. Et notre idée, c'était de représenter une troupe de garde qui voyageait beaucoup, ce qui nous permet d'avoir des costumes divers et variés. Et on fait de l'escrime médiéval, donc basé sur des sources historiques. Ainsi que, comme vous avez vu, on va aux fêtes médiévales jusqu'à ce qu'on ait décidé de faire notre propre fête à Neuchâtel. Neuchâtel est une contrée très intéressante parce que du temps des guerres de Bourgogne, donc 1476, elle était un peu coincée entre plein de gens qui voulaient son amitié, entre les Bernois qui voulaient passer par Neuchâtel pour attaquer la Bourgogne, entre la Bourgogne qui était alliée avec Neuchâtel parce que le fils du comte était à la cour de Bourgogne. Donc c'est une époque assez compliquée. On croit que le Moyen-Âge souvent est simple, mais non, c'est aussi compliqué qu'aujourd'hui. Et ça nous permet du coup de vraiment visiter pas mal d'aspects en fait du Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a vraiment eu des Massiliens à Neuchâtel? Historiquement, non. C'est une invention. Notre blason est complètement inventé. Des troupes de garde. Alors, on dit mercenaires quand c'est en guerre, mais on n'est pas forcément toujours en guerre dans notre idée de ce qu'on représente. Donc une troupe de garde en fait qui peut être utilisée à différents endroits. Donc non, la troupe des Massiliens est purement inventée. Pourquoi avoir fait cet événement à Neuchâtel justement? Alors, à l'origine, c'était en 2023 que nous fêtions nos 10 ans d'association. Et c'est pour ça qu'on avait décidé d'offrir à la ville de Neuchâtel un peu sa première fête médiévale, vu que ça n'avait, à notre connaissance, jamais été fait. Et nous avions fait entrée libre en ce temps-là parce que nous voulions vraiment que les gens puissent venir sans devoir payer un prix. Du coup, on a eu bien sûr du déficit, mais comme ça a tellement bien marché, les gens étaient pas seulement venus, mais ils étaient aussi heureux de venir. Ça nous a donné envie de refaire une deuxième édition en 2024 pour voir si une version avec entrée payante fonctionnerait. Parce qu'en fait, on ne peut évidemment pas avoir de pertes telles que 2023 d'année en année. Donc on verra les résultats de cet essai en fait. Et est-ce qu'il y a des endroits dans notre belle ville de Neuchâtel qui vous font revivre justement cette époque? Il y a pas mal d'endroits. Alors, c'est vrai que la collégiale ici présente qui a été rénovée est juste extraordinairement belle. Quand je vois ce jardin à l'intérieur de la cour du cloître avec des fleurs, et en fait, de par les murs du cloître, on ne voit pas forcément à l'extérieur. J'ai envie de m'asseoir et de rêver un petit peu de temps passé ou bien même de fantaisie, un petit peu de n'importe quoi, de dragons, d'épées, de ce qui me fait plaisir. Je pense qu'on nous avons choisi ici un bel endroit pour rêver un petit peu. Comment cette passion vous est venue? À l'origine, je faisais du sabre japonais. J'ai commencé par du kendo, ensuite du iaido, du kenjutsu. Donc c'était l'idée quand j'étais jeune du noble samouraï et qui aussi fait rêver, vous l'avez bien évoqué. Et en ce temps-là, je pensais encore, comme beaucoup de gens, que le Moyen-Âge européen, c'était sale, c'était arriéré, les gens n'avaient rien inventé, maladie, ainsi de suite. Et c'est en faisant du kendo que j'ai rencontré des gens qui faisaient aussi en plus ce qu'on appelle des arts martiaux historiques européens, qui est en fait la version européenne. On prend des anciens traités et on essaye de reproduire le mouvement qui existait il y a 500-600 ans en arrière. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, loin d'être complètement arriérés, les Européens, ils savaient tout aussi bien se battre que, par exemple, les Japonais ou les Chinois. C'est juste que dans notre idée collective, le Moyen-Âge fait partie d'une époque sombre et donc forcément, ça devait être des arriérés. Mais du coup, ça a piqué ma curiosité et je me suis complètement lancé dedans. Alors d'abord, c'était juste la pratique de l'épée, avant que je commence aussi la reconstitution, c'est-à-dire les vêtements, les châteaux, les fêtes. Est-ce qu'on peut rejoindre votre compagnie et par quels moyens? Alors très facilement, en allant sur www.massilien.ch, il y a immédiatement un pop-up qui va vous agresser sauvagement en vous disant nous recrutons, avec un formulaire de contact qui viendrait directement chez moi pour vous dire un petit peu ce qui nous intéresse. On a le droit de faire 3 entraînements pour apprendre un peu à connaître la compagnie, pour voir si les activités plaisent. Et puis si oui, volontiers de signer pour rejoindre la troupe. Et pour le futur, est-ce que Medieneuch veut-elle grandir et se mesurer à des grandes fêtes comme Saint-Ursanne ou comme le Landron? Alors, il faut quand même avouer que Saint-Ursanne, c'est spécial. Le Landron aussi, tout le bourg. Ici, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre les ruelles adjacentes qui mènent à différents endroits clés. Je ne suis pas certain qu'on puisse faire ça. Évidemment que c'est une idée qui me tourne dans la tête. Ça pourrait être très intéressant de faire ça. Il faudra voir au long terme, parce que plus on devient grand, plus on a un problème, par exemple, pour les parkings.
Les participants, donc les troupes invitées, n'ont pas de parking attribué, comme c'est normalement le cas lors d'une fête médiévale, parce que les lieux ne s'y prêtent pas. Ils doivent prendre un macaron place bleue et essayer de trouver une place, ce qui est souvent pénible. Donc si on devient encore plus grand, mais qu'on n'a toujours pas ce genre de commodité, de parking par exemple, ça risque de devenir problématique. Alors on aimerait bien sûr, mais là on va déjà voir si on referait cette fête chaque année ou chaque 2 ans. Le travail de préparation est déjà quand même très conséquent, et comme Saint-Ursanne, du coup ça pourrait permettre de le faire peut-être tous les 2 ans et de se reposer un peu entre deux. Une dernière question aussi, pour vous, qu'est-ce qu'une fête médiévale réussie? Franchement, si on voit des étincelles de joie dans les gens qui ressortent et qu'ils ont eu l'impression d'apprendre quelque chose et que ça éveille leur curiosité, je pense que le but est atteint. Beaucoup de gens vont débattre sur une fête médiévale. Est-ce qu'elle doit être historique, vraiment, genre que des représentations qui ont eu lieu, des choses qui ont existé. D'autres, c'est au contraire, ah non, le Moyen-Âge, moi tout ce que je veux c'est jouer à Aragorn et tuer des dragons, qu'est-ce qu'on en a à cirer. Dans tous les cas, si ça permet d'éveiller une curiosité, que ce soit par rapport à notre passé réel ou par rapport à une idée et que ça fait rêver les gens, j'aime vraiment bien cette évocation du rêve, pour moi c'est réussi. Dans une fête médiévale, on vous rappelle quand même que la musique bretonne est une musique actuelle et de l'associer au Moyen-Âge, c'est une possibilité, mais elle ne s'est pas arrêtée au XIVe siècle. Yeah.